Allez, bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir qu'on vous accueille ou qu'on vous retrouve pour les plus assidus à cette deuxième table ronde sur le thème vulgariser, est-ce faire l'impasse sur la rigueur? Voici les trois innocents en main pleine qui ont accepté de débattre ce matin. François Lasserre, entomologiste, auteur, vulgarisateur, vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement ainsi que de l'association Trace. Christophe Michel, vidéaste, reconnu pour sa chaîne Hygiène Mentale, membre de l'Observatoire zététique. Et vous intervenez également dans des écoles pour faire de l'éducation aux médias et à l'information. Et enfin, Catherine Tessier, on s'est déjà vu Catherine, vous étiez là hier, chercheuse à l'ONERA, référente intégrité scientifique et éthique, c'est un mot qui reviendra beaucoup dans la bouche de Catherine, éthique de la recherche de l'ONERA, membre du comité national pilote d'éthique du numérique, ainsi que de la défense et du comité opérationnel des risques légaux et éthiques, il y a quoi, 4 fois éthique, de l'INRIA. Alors on va commencer peut-être avec vous, François, et les petites bébêtes, hein, parce que comme ça, on vous disqualifie d'entrée de jeu en disant bah, il s'intéresse aux insectes. Non, je plaisante. Parce que vous me regardez d'un air. C'est intéressant quand on parle du vivant, justement, et qu'on essaie de vulgariser, parce qu'il y a une différence, il y a une charge émotionnelle. Et donc, vulgariser autour du vivant, vous avez une responsabilité supplémentaire, et en tout cas, une réception de cette information différente par le grand public. Oui, et presque tous les moyens sont bons, presque. Du coup, quand je vois le titre, je dis, bah, en tout cas à l'oral, dans un cadre de sensibilisation, oui, la rigueur, je la mets derrière moi, sauf s'il y a une curiosité du public. Là, Il y a le Catherine public. Tessier qui vient de faire un heart attack tout de suite. Non, Non, mais je je plaisante. reste rigoureux s'il s'agit d'informations scientifiques. Mais en revanche, évidemment, dans une démarche de sensibilisation, moi je suis vraiment dans une démarche de sensibilisation. La rigueur, oui, je la mets. Bon, je peux le dire tout de suite. Quand je parle de pollinisation, je dis que les insectes vont sur les organes sexuels des plantes et grâce à ça, elles tombent enceintes et on adore croquer dans une fleur qui est tombée enceinte. Là, Bah, c'est pas un manque de rigueur, c'est une s'il y a, simplification pour raconter une ouais, histoire. s'il y a des botanistes dans le groupe, C'est eux qui vont avoir une crise je cardiaque. suis mal. En revanche, tout le monde a compris. Et puis après, on peut aller plus loin. Parce que souvent, quand même, quand on a un public, on l'a parfois 1 heure dans sa vie tout entière, ou 1 heure et demie, ou 2 heures, Ça point. veut dire quoi? Il faut capter l'attention, il faut donner C'est-à-dire envie. il faut mettre une petite goutte de quelque chose. Oui. On va pas pouvoir en faire des scientifiques ou des amoureux des insectes en 1 heure ou 2 heures. Donc du coup, il faut essayer de trouver des petites gouttes de mercure, des trucs vraiment concentrés qui leur donnent envie, après, plus tard, de creuser le sujet. Oui. Et pour aller dans votre sens, Christophe Michel, vous pensez qu'il est important de choisir avec soin son vocabulaire quand on vulgarise? C'est-à-dire que si on arrive direct avec une classification au latin, on peut se mettre les gens à distance, il faut... Ah oui, le choix du vocabulaire, c'est vraiment une question qui me turlupine et qui me trotte dans la tête car c'est un casse-tête insoluble. Si jamais je veux vulgariser un sujet un peu pointu, que je pense connaître un petit peu le domaine de recherche des chercheurs qui étudient le sujet. Parce que moi, vous avez compris, hein, je ne suis pas un spécialiste, ni un chercheur, ni un professionnel des sujets que je traite dans mes vidéos. Hein. Moi, je suis plutôt du côté du spectateur curieux qui consomme de la vulgarisation, qui cherche de l'information et qui esquive toutes les embûches du trajet pour atteindre juste l'information des chercheurs qui eux-mêmes essayent de vulgariser leur sujet. Et si un jour je pense avoir fini par maîtriser un petit peu un domaine, je veux mettre à profit mes compétences d'infographiste et de monteur vidéo pour essayer d'expliquer ça à ceux que ça pourrait intéresser. Mais comment est-ce que je vais leur expliquer ça? Est-ce que je vais utiliser le vocabulaire spécifique de la discipline? Car chaque discipline, particulièrement les disciplines scientifiques, ont des définitions techniques précises des mots qu'ils utilisent, car depuis les décennies et les générations qu'ils travaillent sur leur sujet, le vocabulaire, c'est figé, c'est classé. Il y a une grande littérature sur la définition de chaque terme qu'ils utilisent, voire même, la plupart du temps, c'est des mots qui existaient dans le langage courant, les générations d'avant, qu'ils utilisent dans un sens très spécifique. Voire même, il y a des mots dans le langage courant qui ont plein d'acceptions et de définitions différentes, hein, mais le scientifique, lui, il l'utilise dans l'acception spécifique de sa discipline. Comment est-ce que je vais parler de ces sujets-là, moi? Est-ce que je vais utiliser le vocabulaire, les définitions et les acceptions des mots qu'utilisent les chercheurs? Il me semble que non, l'objectif du vulgarisateur, c'est au contraire d'essayer de
expliquer ça en utilisant le vocabulaire de celui à qui il s'adresse. Il ne s'adresse pas à des chercheurs, le vulgarisateur, il s'adresse justement à ceux qui sont curieux du sujet et qui voudraient en apprendre plus. Donc il y a une sorte d'effort de traduction à faire. Pourtant c'est du français au français, hein. Mais il y a des termes un peu compliqués ou abscons qui ne seraient pas compris par le grand public. Donc il faut arriver à expliquer ça dans le langage courant. Et bien sûr, le lendemain, il y a les chercheurs qui viennent me taper sur l'épaule en me disant « Christophe, là, quand tu as expliqué ça en disant tel mot, mais techniquement, c'est pas exactement juste. Et moi, il faut que, non seulement j'explique donc aux spectateurs des trucs déjà compliqués et difficiles à expliquer, et après le lendemain, il faut que j'explique aux chercheurs que oui, c'est vrai, je sais, mais il y a eu cet effort de traduction et j'ai pris sur moi de plutôt expliquer ça avec d'autres termes ou avec les mêmes termes, mais utilisant d'autres définitions du même terme, et ça crée des incompréhensions. Le vulgarisateur, c'est plutôt Alors, vulgarisateur, c'est médiateur. quoi? C'est un équilibriste. Ouais, c'est ça. Tiraillé entre la rigueur toute scientifique Ouais, et la volonté de transmettre au maximum de gens. ouais, voilà, c'est ça. Souvent, C'est pas au ça. lieu de On vous sent là, vulgarisateur- vous avez une belle amplitude. Allez-y avec les bras, oui. Ah ouais, tiraillé, ouais. j'ai de l'amplitude. En fait, on appelle souvent un vulgarisateur un médiateur aussi. Le mot jamais, parce qu'il est, Là, au sens il noble est du au terme, milieu. celui qui est au milieu. Voilà, il est vraiment au Ouais. milieu et il doit composer avec des forces qui tirent dans des directions contradictoires. Donc il y a des équilibres à trouver, des compromis à trouver qui ne peuvent satisfaire personne pleinement. Alors, Catherine Tessier, justement, en simplifiant, on est parfois un petit peu à côté de la complexité scientifique, on l'a dit. Est-ce que c'est acceptable d'avoir un petit peu de perte, tant qu'on garde quoi, son éthique personnelle, qu'on a conscience de le faire? Alors, je voudrais d'abord rebondir sur ce que vient de dire mon voisin, là. C'est-à-dire que là, on est en plein dans la tension éthique, justement, entre la rigueur scientifique, c'est-à-dire l'intégrité scientifique, c'est le fait de se conduire de manière honnête en tant que chercheur. Voilà, donc il y a ce principe-là. Et puis, l'autre principe, c'est de faire passer une information et de faire en sorte que les gens qui ne sont pas spécialistes puissent comprendre. Donc, et ces deux principes bien, devraient être vérifiés en même temps, mais on ne peut pas, justement. Donc là, on est en plein dans le dilemme. Hein, voilà, donc c'est une vraie question d'éthique, c'est-à-dire, il faut le faire quand même, bien Mais est-ce qu'on entendu. peut se dire, qu'est-ce qui prime? Quelle est la finalité qui prévaut? C'est d'arriver à transmettre une information scientifique par le truchement de la simplification, de la vulgarisation, plutôt que... Non, on va y revenir, mais juste Catherine d'abord. L'important, c'est de... Oui, puisque le but de la vulgarisation, j'aime pas d'ailleurs ce terme, il y a vulgaire, non, c'est pas très beau, mais la médiation scientifique, disons, c'est d'éduquer et de faire passer des informations, une connaissance, etc., la plus juste possible, et parfois, malheureusement, au détriment de toute la rigueur scientifique qui s'imposerait. Mais Donc on est dans la zone grise. Hein, en vous matière absolvez de... les vulgarisateurs en tant que scientifique, ou vous dites c'est au cas par cas? Exactement, c'est au cas par cas. On ne peut pas faire... Non, mais la plupart ont quand même une forme d'éthique personnelle déjà qui Bien les sûr, meut, et puis bien sûr, ensuite une bien sûr. intégrité pour se dire on ne va pas mentir au public. Enfin, On va pas mentir. Alors surtout, il ne faut pas mentir, bien sûr, même si on simplifie. Et c'est là que ça devient un numéro d'équilibriste, effectivement. C'est-à-dire Christophe, vous souhaitiez simplifier sans mentir. réagir? Ouais, parce que je pense que tout ce qu'on est en train de dire là, ça s'applique bien quand l'objectif, c'est de transmettre une connaissance, d'instruire le public. Ce qu'on appelle généralement un médiateur scientifique, il a un peu cet objectif-là, un peu d'éducation. Et moi, par contre, je revendique assez sereinement le terme de vulgarisateur. Parce que traduire ça dans un langage vulgaire, au sens étymologique du peuple, c'est un de mes objectifs. L'objectif que j'ai, c'est pas tellement de transmettre un savoir que posséderait un sachant vers une personne naïve qui ne la possède pas. Non, mon objectif principal, c'est plutôt celui-ci. Susciter la curiosité de mon auditoire pour titiller l'enthousiasme du plus grand nombre sur le sujet en question. Avec l'espoir que, après coup, après avoir suscité sa curiosité, il sera capable de faire l'effort de faire des recherches par lui-même et de trouver les informations qui l'intéressent. Je suis sûr que n'importe qui peut arriver, s'il a la disposition à le faire,
à trouver l'information. Du coup, la rigueur scientifique de ce que je suis en train de dire peut être modérée assez largement si jamais ça remplit mon objectif principal. Au niveau de efficacité de vulgarisation, au sens vulgaire, je pense par exemple aux vidéos que tous les intervenants ici, particulièrement les jeunes vulgarisateurs, ont en tête. C'est je sais pas, les émissions de C'est pas sorcier de Fred et Jamie, qui, au niveau scientifique de la rigueur du contenu, est très certainement pleinement critiquable. Je pense malgré tout que, c'est un constat que je peux faire des années après, ils ont réussi à susciter un engouement. Ils ont planté une petite graine, Ouais, on ouais. voit les conséquences Chez encore moi, aujourd'hui. Ouais. chez plein de collègues qui font des vidéos aujourd'hui, beaucoup, quand on en parle entre nous, me racontent qu'une des raisons qui les ont motivés à prendre une caméra et à parler de tous ces sujets passionnants, c'est parce qu'ils avaient un enthousiasme suscité par les vidéos de Fred et Jamie. Tout à fait, Christophe. Et que la rigueur scientifique technique du contenu de ces Passe vidéos sans doute soit second critiquable plan. ou pas, je pense que c'est même une question secondaire. Voilà. Ils ont, au niveau susciter la curiosité et l'enthousiasme, je pense qu'ils ont vraiment réussi sur cet objectif-là. François Lasserre, c'est important, de susciter la curiosité. C'est quoi votre objectif quand vous êtes en phase, en mode d'explication sur les insectes? Vous dites, c'est avoir cette petite flamme dans l'œil de quelqu'un qui se dit, s'il y en a un ou deux là-dedans qui se sont posés des questions, ou les emmener vers quelque chose. Vous êtes aussi assez précis sur les approches pédagogiques que vous essayez de diversifier pour atteindre votre objectif. Expliquez-nous un petit peu. C'est vrai que c'est un savant mélange. Alors, on n'est pas tous youtubeurs, hein. Je suis plutôt, moi, en direct avec les gens, souvent. C'était plutôt mon métier. Et puis, j'essaye de temps en temps de faire des petits trucs en ligne, mais c'est plutôt d'être en live avec le public. Et en fait, en y réfléchissant, on essaye d'être entomologiste ou naturaliste un peu rigoureux. On est toujours rigoureux, quels que soient les termes que l'on emploie, mais c'est la façon dont on en parle. Mais on va toujours dire des choses vraies. On va jamais mentir. Donc, on va raconter les choses à sa façon, comme mon grand-père me racontait les choses, par exemple. Il me racontait parfois des choses complètement invraisemblables, voire fausses, parce que ça, c'est un sujet que je creuse aussi en éducation à l'environnement, c'est de raconter des choses fausses, faire croire des trucs pour susciter l'imagination. J'ai par exemple fait croire parfois qu'il y avait des sauterelles absolument géantes. On voyait deux grandes tiges sortir des buissons et je disais oui, là c'est la sauterelle géante du Marais qui est cachée là. Et là ça entraîne un nombre de questions, bref, ça permet de plein de choses derrière. Donc mentir peut être aussi un outil d'éducation à l'environnement. Si ensuite il est rectifié, pourquoi pas. Mais quoi qu'il arrive, c'est vrai, on essaye d'être rigoureux. Et si on ne l'est pas, c'est parce qu'on connaît mal le sujet, ou parce qu'on est mal informé, ou qu'on est trop militant. Et ça, c'est quelque chose que je rencontre moi dans le métier de l'éducation à l'environnement, c'est qu'il y a beaucoup de protecteurs de la nature. Et du coup, là, ils sont dans une démarche militante, et parfois, la rigueur, elle est un peu laissée de côté. Voilà, ils peuvent être dans certains biais. Ça veut dire que quoi? Par ce prisme-là, ils se coupent de leur rapport au vivant et de la façon qu'ils pourraient l'avoir de l'appréhender de façon plus directe et de se dire non, mais je suis là pour préserver, il y a un autre discours? Oui, quand on veut, en théorie, quand on fait une bonne sensibilisation, une bonne vulgarisation, on n'a pas d'objectif derrière. On essaye d'émanciper le public. C'est la base de l'éducation populaire, c'est que le public soit émancipé. Ça rejoint tous ceux qui ont envie que tout le monde ait de l'esprit critique, c'est que tout le monde soit libre, émancipé, libre penseur, etc. Et donc quand on essaye en revanche de faire... Mais c'est tellement difficile quand on travaille sur des métiers autour du vivant, c'est qu'on est tellement dans un registre émotionnel, il y a des êtres vivants au bout du truc que on est capable d'un peu tout. Voilà. Mais si je reste sur une démarche de vulgarisation autour des insectes, quelle que soit la manière dont je raconte les choses, ce sera quoi qu'il arrive rigoureux. Et si ça ne l'est pas, c'est parce que j'ai une mauvaise info moi ou j'ai pas assez creusé un sujet. Mais la rigueur, en théorie, est toujours là. Alors, quand on a échangé pour préparer ce panel, vous disiez vous avez parfois des groupes de c'est quoi? Ah oui. Alors, c'est quoi les groupes de c'est quoi? Vous me dites, moi j'ai appris à ne plus leur répondre pour susciter l'envie de la découverte.
Bon, alors d'ailleurs c'est un métier que je vous recommande d'être entomologiste parce que personne n'y connaît rien et du coup tout le monde, vous avez toujours les mêmes publics, les mêmes questions et tout, c'est hyper relaxant comme job. Peut-être que les gens qui bossent sur les trous noirs c'est pareil, mais bon bref, mais on a plus de liens tous les jours avec les insectes qu'avec les trous noirs. On est plus en lien direct. Du coup, quand vous faites... Donc personne n'y connaît rien, les gens normalement constitués n'y connaissent rien, ça commence à venir. Il y a le mot abeille qui est arrivé dans le langage, hein, j'exagère quand même un peu. Et du coup, où on n'y connaît rien, où on en connaît beaucoup, mais sur des espèces qui nous embêtent seulement. Il n'y a que quelques espèces d'insectes qui viennent nous embêter, et encore quelques populations, quelques individus. Donc ils sont infiniment rares, ceux qui viennent nous embêter. Et donc, quand vous emmenez quelqu'un dehors sur les traces des insectes, vous entendez du c'est quoi, tout le temps, parce que déjà, il n'avait pas remarqué que juste en faisant ça, on allait voir un insecte, que juste en aiguisant un petit peu son regard, en regardant les fleurs, qui sont des organes sexuels offerts aux insectes. Et du coup, si elles sont là, c'est parce que ça permet aux insectes de les polliniser. De faire ci, de faire ça. Donc du coup, ils se retrouvent avec plein d'animaux qu'ils n'ont jamais vus de leur vie, alors que c'est dans le champ derrière chez eux, ou même dans un parc urbain. Donc du coup, c'est quoi. Alors c'est une vraie interrogation cette histoire de c'est quoi, parce que c'est vrai que je suis content de savoir, de connaître vos prénoms. C'est vrai que c'est important de donner un nom. En revanche, le c'est quoi, c'est je vais donner un nom d'espèce. Et donc là, pour vous quatre, c'est Sapiens. Vous voyez, c'est du Sapiens. C'est quoi, c'est du Sapiens. Mais ça dit pas grand-chose finalement. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que, bien sûr, personne n'y connaît rien. Donc, c'est quoi. Donc, pendant des années, quand on commence, enfin, souvent, au début, on connaît plein, on connaît hyper bien les insectes. Parce que bien connaître la nature, c'est en général connaître les espèces. Ça ne veut pas forcément dire leurs mœurs ni rien, c'est connaître les espèces. C'est ça un peu le graal des naturalistes amateurs. C'est, moi, je suis capable d'identifier tel oiseau, tel. Mais finalement, quand mais ça, c'est un peu de l'approche trial poursuite. On collectionne ou Pokémon, oui. On collectionne les cartes. Voilà, on dit Lucan, t'as vu ça c'est. Voilà. Et au fond, on s'intéresse pas forcément à ce qu'il y a derrière, alors que c'est l'interaction avec le vivant. Exactement. J'ai mis un certain temps, donc c'est vrai qu'on est tellement content parce que quand on me dit c'est quoi, je sais exactement ce que c'est, je la reconnais et tout. Mais si je vous donne un nom d'espèce ou de genre ou de famille, on va basculer vers autre chose. Déjà la rencontre s'arrête. Ah bon, ok, c'est ça, on passe à autre chose. Donc ça dit rien. Et puis surtout, c'est une approche, et là c'est encore un autre sujet que je trouve intéressant, c'est une approche sur l'espèce, la notion d'espèce, et non pas sur la notion d'individu. Et que la notion d'espèce, elle est un peu froide et technique, alors qu'on est entouré d'individus et non pas d'espèces. L'espèce, c'est un concept, c'est pratique pour plein de choses, ça sert aux scientifiques à faire plein de choses. En revanche, dans une démarche pour le grand public, c'est finalement pas très important. C'est plus important de savoir que vous êtes Boris que vous êtes Sapiens. Voilà. Et du coup, le c'est quoi, je finis par faire des séances où je ne réponds pas. Donc au début, ils insistent, et puis au bout d'un moment, plus personne ne me demande. Et ils sont dans une toute autre découverte. Et c'est complètement différent. Et là, il se passe, je trouve, des choses beaucoup plus intéressantes, et qui est sur le registre de la relation à l'autre et de l'émotionnel. Alors ça, c'est une approche pédagogique. De votre côté, Christophe, quand vous avez suscité cette curiosité chez vos... comment on dit, ceux qui regardent des vidéos, j'ai oublié le terme, enfin, vos spectateurs. Auditeurs, ouais. Voilà. Spectateurs. On leur tient encore un petit peu la main. Si vous leur dites, vous avez vulgarisé le vocabulaire, mais qui n'est pas forcément le vocabulaire scientifique, donc ils vont faire la recherche par eux-mêmes, ils vont être un peu paumés en se disant, attends, mais il parlait de ce concept-là, mais c'est pas tout à fait ça. Comment ça se passe? Parce qu'il y a quand même une petite responsabilité de dire, d'éveiller l'esprit, mais ensuite, il y a un droit de suite. Moi, je suis bien touché par ce qu'a vient de dire François, parce que ça s'applique aussi à mon domaine. Et je pense que, contrairement à ton domaine à toi, où les gens ne connaissent pas les noms de chaque espèce et te demandent chacun les noms de tes espèces, moi, si jamais ma spécialité, c'est un peu la rhétorique et la logique argumentative, je pense que dans l'espace public, tout le monde croit connaître l'esprit critique et croit le maîtriser, et ont plutôt une surconfiance dans leur capacité. Donc là, j'ai le problème inverse du tien. Et j'ai le même problème du catalogue du nom des espèces, par exemple, avec les défauts d'argumentation de notre rhétorique. Plein de gens se contentent de connaître les biais et les sophismes, et ça veut dire ça, c'est un biais de je sais pas quoi, ou un argumentum ad populum, en connaissant même parfois les noms latins de chacun. Mais connaître les noms, ça, comme tu l'as dit,
C'est pas grand-chose, c'est pas juste un catalogue de noms. Ce qu'il faut, c'est, comme l'écologie des insectes, savoir quelle relation il y a entre les choses. L'insecte, il a quelle relation avec ses congénères, avec son environnement, avec les autres espèces. Et les défauts logiques ou les façons de raisonner sont un peu pareils. Oui, tu connais le nom, mais d'accord, mais et alors, voilà. Mais juste pour faire ce réseau de relations-là, au bout d'un moment, il faut arriver à nommer les choses, juste pour faire un graphique et puis faire des traits entre. Donc le nom est nécessaire, mais c'est juste un moyen pour pouvoir mieux comprendre toute une écologie de relations entre les objets juste se contenter d'enseigner les noms ou les noms des os du corps humain par exemple, ça ne fait pas de nous un spécialiste de l'anatomie, voilà. C'est juste quelqu'un qui a de la mémoire, voilà. Et il ne faut pas se contenter de juste enseigner les noms des trucs. Mais ça retouche la curiosité du coup, parce que les relations entre les choses, c'est long à comprendre et c'est beaucoup plus complexe que juste apprendre une liste de noms en latin. Et ça, sans la disposition à le faire, sans un petit peu de motivation à passer un peu de temps et à s'investir, personne n'y arrivera jamais, hein. Donc, ça veut dire qu'il faut un investissement personnel, une curiosité personnelle pour s'intéresser à des sujets. On ne peut pas juste de les façon autres passive recevoir. Si, on peut très facilement, mais bon. L'humain peut, par paresse, on attend qu'on nous mette un truc. On peut juste ouvrir la bouche et se le faire mettre dans la bouche. Oui. Mais tout ce qui est un peu plus en profondeur, ça demande forcément un investissement personnel. Et c'est ça qu'il faut arriver à réveiller, secouer les tripes de chacun pour qu'il ose passer un peu de temps et d'intérêt et d'attention. Voilà. Catherine, vous souhaitez réagir ? Oui, je vais réagir sur le vocabulaire utilisé par les scientifiques et qui peut parfois être trompeur, extrêmement trompeur d'ailleurs. Donc je vais aller dans mon domaine, donc, qui est le domaine du numérique. Quand on parle d'intelligence artificielle ou de véhicules autonomes, c'est complètement trompeur. Voilà. L'intelligence artificielle, c'est ni intelligent ni artificiel, et les véhicules autonomes ne sont pas autonomes. Donc il faut absolument aller expliquer, donc justement quand on fait de la vulgarisation, que ce vocabulaire, c'est du jargon finalement scientifique, et que la réalité, ce n'est pas ça. Donc il faut expliquer que, par exemple, l'intelligence artificielle, c'est un domaine de l'informatique composé de tout un tas d'approches diverses et variées, et que c'est de la programmation basée sur des mathématiques. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, on a un petit peu ramené les choses. Ouais, c'est moins glamour, hein, ça fait pas rêver, quoi. Et ça fait pas rêver. Non, oui, mais c'est comme ça. Cool. Et c'est comme ça. Pareil pour le véhicule autonome dont nous parlions hier. Il n'est pas du tout autonome au sens de l'autonomie d'un être vivant. C'est un véhicule qui contient des automatismes. Voilà, donc ça fait moins rêver, effectivement. Mais il faut absolument, en tant que scientifique, quand le vocabulaire est ambigu, il faut absolument. Et là, pour le coup, Catherine, c'est pas un jargon qui met à distance, parce que parfois, on a l'impression que le scientifique dans sa tour d'ivoire va utiliser des termes abscons, très spécifiques, tout ça, pour dire c'est encore ce vernis de science et nous on est un peu en dessous, dans une démarche un peu, il y a un surplombant, il y a une information un peu verticale. Là, vous dites, c'est plutôt même la remise en question scientifique, vous dites sur des termes qui pourraient nous sembler sans contresens, et on voit déjà qu'en grattant que ça ne veut pas dire ce que ça veut dire. Exactement. Et donc, pour les scientifiques, ils voient très bien ce que ça veut dire, il n'y a pas de problème. Mais dès lors qu'on sort de la sphère scientifique, il faut absolument préciser ce vocabulaire, voire dire ne pas l'utiliser, parce que ça entraîne des fantasmes, des croyances, etc. Et ça, c'est tout à fait néfaste, en particulier quand on parle d'objets, à la différence peut-être des insectes, mais que l'on côtoie, il y avait un téléphone portable là, que l'on côtoie tous les jours. Alors, ce qui sous-tend aussi, là je me fais comme d'habitude un peu provocateur, le fait que vous existiez, François, Christophe, ça veut dire qu'il y a un manque de culture scientifique à l'école, dans l'enseignement, il y a un manque de... il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, qui ne s'est pas transmis sur cette curiosité-là, vous comblez un manque, ou au contraire c'est un plus, vous n'allez pas me dire le contraire, mais... Ça part, vous, c'est une démarche personnelle parce que c'est des passions à chaque fois sur les domaines qui vous occupent, dire je vais le transmettre au plus grand nombre et essayer de susciter cette même envie, passion aux autres. Mais plus largement, est-ce que c'est des choses qu'on pourrait faire plus tôt en classe, en éducation classique ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je ne pense pas qu'il y ait un manque ou des défauts. Il faudrait comparer avec les générations précédentes, par exemple. Mais... je pense que l'instruction ou le contenu à l'école des programmes... Catherine n'a pas l'air d'accord, donc c'est bien, on va avoir... Voilà,
Je pense que le truc qui a changé, c'est plutôt l'engouement pour les effets secondaires de la science, en particulier les technologies, par exemple. Donc maintenant, je pense qu'il y a une défiance envers des nouvelles technologies, mais qui est tout à fait compréhensible, puisque les nouvelles technologies apparaissent maintenant à un rythme, il me semble, beaucoup plus rapide que les générations précédentes. Donc la société se modifie, en partie à cause de ces nouvelles technologies, de façon très rapide. Le monde qu'a connu ma grand-mère à sa naissance est vraiment très différent du monde qu'elle voit à la fin de sa vie. Alors que sa grand-mère à elle, tout au long de sa vie, je pense que du début de sa vie à la fin de sa vie, de la grand-mère de ma grand-mère, était un peu plus semblable. Voilà. Donc je comprends les angoisses, la technophobie ou la défiance envers les institutions que l'on accroche à un système que l'on n'aime pas, les institutions politiques, les institutions journalistiques, les institutions scientifiques, et qu'il y ait un gouffre qui s'écarte un petit peu entre le grand public et ces genres d'institutions, et qu'il y a une méfiance qui s'installe. Mais je pense que c'est surtout dû à la rapidité avec laquelle maintenant le monde change. Et il faut un petit peu de confiance dans l'avenir. Je pense qu'on va réussir à garder quand même un certain enthousiasme pour l'avenir, malgré les changements climatiques, les guerres à venir, les pandémies qui vont se succéder. On va faire en sorte de garder cet enthousiasme-là, malgré tout. J'ai confiance. François ? Quand j'ai commencé, c'était quelque chose que j'entendais souvent, c'est que ce manque d'éducation aux sciences de la nature, aux sciences naturelles, surtout les anciens qui avaient connu les cahiers de sciences nat d'avant, voilà, étaient dépités, etc. Bien le sûr, niveau baisse, c'était mieux avant, les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent plus rien. voilà, On peut ils le ne dire pour plein connaissent de domaines. rien, ils ne savent pas différencier une libellule d'un papillon, bien sûr. Alors c'est en partie vrai. Ce que j'ai vu, donc ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce métier, c'est quand même que maintenant, les enfants, je ne peux plus la leur faire, hein, tellement. Donc l'éducation à l'environnement, aux sciences de la nature est quand même pas mal revenue. Bon, alors Ils vous reprennent quand vous jetez vos papiers gras, quand vous faites une démonstration. Alors je suis moins sur ce registre, mais oui, déjà sur ces aspects, bien sûr. Là, je parle juste des sciences de la nature. En revanche, quoi qu'il arrive, quand on est spécialiste d'un sujet, on trouve que ça manque à l'école. Vous demandez à n'importe quel spécialiste de n'importe quel sujet, oui, il n'y a pas assez à l'école, il faudrait. La grand-mère de ma grand-mère disait déjà ça. Exactement, ou alors ça n'existe pas assez, la pluralité, j'en sais rien, n'importe quel sujet, il n'y a jamais assez. Donc là, sur mon domaine, ça commence quand même à changer. Mais il y a un truc avec mon domaine qui est plus ennuyeux, c'est qu'il s'agit d'être vivant au bout du truc. Donc, du coup, quand on n'est pas sensibilisé, vous voyez qu'on tue toujours des animaux non humains pour le plaisir, qu'on tue 1 milliard de grands animaux chaque année en France pour les manger, que au bout du bout, il y a de la souffrance animale, qu'il y a de la méconnaissance, que du coup, quand quelqu'un s'installe, achète un jardin, il va tout de suite le tondre ou faire disparaître les animaux non humains, du coup, c'est un peu plus fort comme regret, le fait qu'on ne nous sensibilise pas aux sciences de la nature, parce que bien sûr il y a la connaissance, la biologie, la vie sur Terre, qu'est-ce qui nous entoure, comment fonctionne le vivant, les écosystèmes, tout ça, mais il y a quand même aussi des êtres vivants. Donc là on est sur, c'est vrai, un sujet, donc bien sûr que non, il n'y a pas assez de sensibilisation aux sensibles déjà, et bien sûr aux insectes. C'est vrai qu'on n'y connaît pas grand-chose. En plus, ça pourrait être presque d'utilité publique, c'est que être détendu de la guêpe ou décontracté du frelon, ça permet d'avoir des vacances et des week-ends complètement peinards, des pique-niques, des barbecues. Je veux dire, c'est de salubrité publique. C'est-à-dire que de connaître les insectes, ça change la vie. Et où que vous soyez dans le monde, puisqu'ils sont à peu près, on reconnaît les grands groupes, etc. Mais quand un insecte vient vous voir et que vous savez pourquoi il est là, qu'est-ce que ça détend. Et puis un autre truc, c'est que ce que je dis j'ai travaillé, je suis vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement, qui est une association de protection et de sensibilisation et de connaissance des insectes. Si une assoce existe, en théorie, c'est que c'est pas fait par les services publics. Et du coup, je le répète régulièrement dans les conseils d'administration, vivement que parfois on dit on a moins de subventions, on a moins besoin de nous, mais je dis c'est génial, vivement qu'on meure, enfin que cette assoce s'arrête, ça voudra dire que la société civile fait le job. Mais on peut dire la même chose avec les restos du cœur, mais ouais.
Oui, les assos comblent souvent des manques. Donc évidemment, si vous leur demandez s'il y a assez dans les services publics, dans les programmes, mais quand même dans les programmes, il y a la science du vivant. L'OPI fait l'Office pour les insectes et l'environnement fait beaucoup de sensibilisation auprès d'enseignants qui demandent à ce que l'OPI vienne compléter le programme et donner des exemples concrets. Alors vous, Catherine, vous pensez quand même plutôt que ça pêche du côté de la culture Alors, scientifique à l'école. j'enseigne en école d'ingénieur, donc je vois comment les jeunes se comportent. Donc, il me semble qu'il y a deux choses qui manquent. C'est deux choses qui pêchent. C'est le cloisonnement des disciplines. C'est-à-dire que, voilà, on va parler de sciences de la vie de la Terre, de mathématiques, de physique, de littérature, de philosophie, mais tout ça, ça n'est pas articulé. Et c'est bien dommage, parce que pour avoir une pensée, peut-être qu'il faut avoir une réflexion philosophique sur, effectivement, la place des insectes voilà, dans le vivant, et pourquoi c'est important pour nous, etc., etc. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il me semble qu'on enseigne beaucoup dans le domaine scientifique à trouver juste. C'est juste ou c'est faux. Or, la science, c'est pas tout à fait ça, quoi. Hein, la science, on l'a vu à la précédente table ronde, c'est une remise en question. Mais là, c'est à l'instar de ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, tout à fait. On est tiraillé entre ce besoin du grand public d'avoir des certitudes et la science qui dit qu'il n'y a pas de certitude. Oui, mais dans l'éducation, on éduque malheureusement les jeunes à voilà, c'est juste ou c'est faux. Alors évidemment, quand on construit un avion, il vaut mieux le construire de façon à ce qu'il ne se crache pas, ça c'est sûr. Mais je trouve qu'en particulier chez les élèves ingénieurs, ils ont assez peu ce pas de côté pour examiner ce qu'ils trouvent et avoir un regard critique, alors pour le coup, sur ce qu'ils trouvent et envisager d'autres voies éventuellement. Et ça, alors c'est peut-être pas l'enseignement de la culture scientifique qu'il faudrait, mais plutôt l'esprit critique, parce que souvent en école d'ingé ou enfin n'importe quelle grande école, ils ont peur de penser à côté, de faire ah non mais c'est pas ce qu'on attend de moi par rapport à la consigne, par rapport au reste, vous voyez, donc c'est peut-être là que Christophe Michel intervient et leur dit libérez les chaînes et pensez par vous-même, jeunes gens. Alors moi, j'interviens pas du tout à ceux qui sont déjà en 4e année d'école d'ingénieur. Ça veut dire que eux, ils ont déjà des conditions favorables pour avoir suivi des études secondaires jusqu'au bout, d'avoir une vie familiale qui était suffisamment stable pour envisager une carrière universitaire. Ils sont entourés par des professionnels dans des cadres incroyablement financés pour pouvoir faire une éducation correcte. Il y a des gens compétents qui vont les suivre jusqu'au bout pour les mener jusqu'à une carrière. Vraiment que eux, leur programme soit pas exactement optimisé au top et qu'il y ait encore une petite marge de malheur pour améliorer ceux qui ont déjà tout et qui représentent une petite poussière infime de la proportion de la population française. Ça, c'est vraiment pas du tout mon public cible. Moi, je pense plutôt à tous les autres, ceux qui ont été déscolarisés très tôt, qui n'ont pas les conditions familiales ou environnementales pour pouvoir accéder à la connaissance ou à l'instruction, voire même qui n'ont pas les conditions d'avoir les dispositions à le faire, parce qu'ils ont d'autres soucis, il faut arriver à manger, à trouver un loyer, à s'en sortir d'un mari violent. Toutes ces personnes-là, il faut arriver à se réfléchir si eux, ils ont les moyens de pouvoir accéder à la connaissance si jamais l'envie leur en prenait. Et donc, du coup, les programmes de l'éducation nationale, ou en particulier universitaire, je pense que c'est vraiment le petit problème. Voilà. De l'autre côté, François, dans les différentes approches que vous mettez en avant, il y a quelque chose qui m'a intéressé pour aller au bout de la démarche, toujours avec ce côté en plus très spécifique du vivant, vous l'avez bien souligné, avec cette volonté de penser, de classer, de mettre dans des cases. À un moment donné, vous dites à ceux qui suivent vos stagiaires, je ne sais pas comment les qualifier, vous dites comment tu l'appellerais, toi, cet insecte? Donc là, vraiment, on passe dans une dimension où il y a une appropriation du vivant, il y a une... Oui, et on est loin, pour revenir au titre, de la rigueur, quelque part. Mais c'est pas grave. Mais en même temps, la science nous a bien sûr éclairé sur la notion d'individu. Parce qu'avant, on pensait qu'il n'y avait pas d'individus, qu'ils étaient tous pareils, qu'à partir du moment où on appartenait à une espèce, on faisait exactement la même chose. Alors qu'en fait, et c'est la science qui nous a amené à l'individualité. Donc, encore une fois, on est toujours dans la rigueur. Et du coup, pour aller sur cette individualité,
qui a bien été mise en évidence par les scientifiques, y compris dans une fourmilière. Chaque fourmi ne se comporte pas comme sa voisine. Il y en a qui glandouillent. D'ailleurs, on m'a toujours dit, travailleurs, il y a des fourmis qui glandent, qui font la sieste. C'est contre-intuitif de penser qu'il y a des fourmis qui glandouillent. Donc, et puis quand vous faites une photo en énorme de chaque fourmi, il n'y en a pas une, il y a autant de différences. Donc ça, c'est la science qui nous a confirmé ça, même si on peut dire que les animistes avant avaient déjà cette notion, mais pas du côté de la science. Donc je préfère qu'on me donne un nom d'individu. Donc on va rencontrer un bousier, par exemple, un insecte qui mange de la crotte, des bouses. On va plutôt que de dire que c'est le géotrupes machin chose ou le géotrupe du cheval, je préfère qu'on me dise c'est le gros dodu de la forêt, du bois de machin, parce que ça, on va s'en souvenir. Et effectivement, ce gros dodu est individualisé. Et donc, du coup, les noms, je me suis complètement détendu là-dessus. Et je préfère qu'on me donne des noms absolument farfelus ou des noms d'individus plutôt que des noms d'espèces. Parce que de toute manière, moi, si c'est dans une démarche d'éducation à l'environnement, je ne suis pas là pour en faire des entomologistes. Je suis juste là pour mettre cette petite goutte faire un petit pas de côté, apporter un petit peu d'esprit critique, de sensibilisation, faire un pas de côté, voir les choses différemment. Et j'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Alors en revanche, quand on a une vidéo qui tourne, qui est vue des millions de fois, c'est vrai que là, du coup, on a plus d'impact. Mais ça va vous donner des idées, même si vous travaillez avec des groupes en live. Oui, mais ça... Bon, on fait déjà des choses. J'ai fait une dernière vidéo où je touche des frelons asiatiques. C'est-à-dire que je touche des frelons asiatiques vivants, je les tripote sur le dos, voilà, pour montrer, parce que c'est vrai qu'il y a un truc avec le vivant, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. En fait, les gens se disent, mais si je m'approche, il va me sauter dessus, quoi. Je vais lui faire trop peur, quoi. Alors qu'en fait, le frelon ne vous capte pas quand il est loin du nid. Donc je me sers quand même de vidéos pour essayer de sensibiliser et pour montrer les choses. Pareil, comment se débarrasser. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Comment se débarrasser gentiment d'une araignée ». Alors je préfère qu'on la laisse chez elle parce qu'en fait elle est chez vous et voilà, quand vous la mettez dehors, vous voyez, c'est une araignée sa culture c'était de vivre dans des meubles Ikea, tranquille et tout, et puis vous la mettez dans l'herbe et tout, elle est là, mais et c'est comme si on vous balançait nu dans une forêt d'un seul coup, un urbain, et là c'est bon. Ça se trouve depuis des générations dans le meuble Ikea même. Exactement. Et donc je me suis servi de la vidéo pour montrer ce qui se passe quand on la touche, quand on l'approche. Voilà. Elle ne monte pas sur mon bras, elle ne rentre pas dans ma manche. Voilà, donc c'est vrai que c'est très utile. Du coup, oui, sur les noms, bon, voilà, je me suis complètement détendu parce que le nom d'espèce, pour moi, c'est pas très, très important, sauf si on est dans une stage pour devenir entomologiste et qu'on va utiliser les espèces parce que c'est très important pour gérer la nature. On sait que telle espèce a tel besoin, par exemple. Donc là, c'est important. Mais si c'est dans la sensibilisation, la vulgarisation, c'est pas très important. Catherine, vous souhaitiez réagir oui, au propos précédent de Christophe tout à l'heure. J'ai une question. Donc, comment être sûr que le public que tu vises va effectivement être visé? C'est-à-dire comment aller les chercher, ces gens-là? Parce que la plupart du temps viennent, enfin je ne sais pas quel est le public de ces 2 journées, hein, mais on peut imaginer que ce sont déjà des gens qui sont déjà sensibilisés, déjà convaincus, etc. Donc comment on va chercher? Ça, c'est vraiment la question cruciale, le point névralgique de toute la question de la vulgarisation. Je peux avoir un public cible théoriquement au moment où j'écris ma vidéo, j'en sais à qui je suis censé m'adresser. Mais après, il y a les moyens de communication, ils sont très difficiles à toucher, quoi. Donc c'est pour ça que moi, je sais pas, j'ai décidé plutôt que j'ai fait de la communication en vrai dans des salons comme toi, face à face, avec des vingtaines de personnes à chaque fois. Et c'est en 2014 où je me suis dit comment démultiplier l'action pour que chaque minute de mon temps soit le plus efficace. Au début des années 2010-2020, c'était l'Internet, bien sûr. Voilà. Et donc, raconter exactement les mêmes choses, mais en mettant en ligne en format vidéo, c'est un moyen de toucher plus de gens.
c'est pas vraiment tout le monde, parce qu'il faut avoir un accès à Internet, puis surtout, il faut avoir cette disposition à le chercher. Celui qui n'a pas la disposition dès le départ, il ne va pas aller chercher le truc, même s'il est disponible. Donc susciter la disposition et la curiosité, du coup, c'est vraiment le point central et le point de départ. Et puis après, il faut même rendre ça le plus libre possible pour que ça circule facilement. Donc moi, par exemple, toutes mes créations sont en licence libre. Ça veut dire que n'importe qui peut les utiliser, les modifier, les intégrer dans leur création personnelle. Les enseignants les mettent dans leur PowerPoint ou leur projet pédagogique. Il n'y a pas de droit d'auteur et tout est à fait libre. Ça fait partie justement de cette envie de fluidifier la diffusion. Je multiplie les plateformes. C'est-à-dire que je ne mets pas ça seulement sur une plateforme d'hébergement vidéo, ne serait-ce que la plus populaire. Je mets sur toutes les plateformes d'hébergement vidéo possibles et imaginables qui sont plutôt gratuites. Je mets mes vidéos sur Dailymotion, sur Rutube, sur Peertube, sur Odyssey, sur tout ce que je trouve. Et je tiens un site internet, un blog, je fais des activités associatives, je participe à des stands sur la fête de la science. Bon, en fait, je pense que la méthode, c'est de multiplier. Ça, c'est sur la diffusion, Christophe, parce qu'après le feedback, le retour, vous ne pouvez pas être totalement sûr que... Ah, moi, j'ai pas de retour, non, à part des commentaires sous les vidéos qui sont pas très représentatives. Les retours que j'ai ici sont très positifs, mais comme tu le dis, bien sûr, ils sont déjà complètement filtrés, parce que c'est des gens qui sont souvent déjà vraiment très engagés, voire même carrément... producteurs de contenu même, ou qui s'impliquent, ou qui même au niveau de la famille ou de leurs amis sont eux-mêmes assez prosélytes. Donc du coup, c'est pas vraiment un retour du public que je cible spécifiquement. Donc du coup, dans les retours, ça c'est vrai que c'est très difficile à mesurer. Donc c'est des paris. Et quand on n'est pas sûr de soi, une des façons de faire, c'est de multiplier les canaux possibles en espérant que voilà. J'aurais jamais misé par exemple un centime sur le fait que parler de ces sujets-là en format vidéo puisse avoir un succès au-delà des quelques personnes en France qui s'intéressent à l'étude scientifique des phénomènes paranormaux. Ça doit être une centaine de personnes en France. Voilà. Donc mon public cible initial à moi, quand j'écrivais mes premières vidéos, c'était en proportion de ces 100 personnes-là. Donc si un jour j'avais 20 vues, je me disais, j'ai déjà touché 20% de mon public cible que je vise. Voilà. Et puis, je sais pas, une année, il y a eu des centaines de milliers de vues. Alors, je suis complètement dépassé, là, je ne sais plus du tout à qui je m'adresse. Et maintenant, c'est vrai que la définition du public cible, c'est une question que je me pose. À qui je m'adresse, pour qui j'écris, quel langage vous le faites pendant l'écriture, et puis ensuite, advienne que pourra, mais tant mieux. Parce que voilà. Et du coup, je me pose beaucoup de questions sur est-ce que je fais bien comme il faut, est-ce que je pourrais améliorer les choses. Et alors, j'ai pas beaucoup d'éléments, en fait. Je ne saurais pas trop quoi dire ici devant vous pour donner des conseils, car moi-même, je suis un petit peu dans l'expectative. Alors justement, on va profiter de la présence de notre public. On va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais me lever, je vais transmettre un micro. Oui, écoutez. Merci, vous me facilitez la tâche pour commencer. On m'a dit aussi qu'on négligeait les gens qui avaient au fond. Donc s'il y a des questions au fond. Madame? Ah non, vous remettiez vos lunettes. Bon, ça va, je me suis dit, il y a peut-être 40 marches, donc allez-y. Merci. Oui. Je voulais vous demander ce que vous pensiez du projet des universités populaires, donc celle de Caen, celle de Marseille, qui propose vraiment des formations approfondies, mais accessibles sans prérequis. Est-ce que vous pensez que c'est important de faire ça? Est-ce que vous pensez que ça sert à quelque chose? Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire ça pour tous les sujets? Et est-ce que vous renvoyez éventuellement à ça parfois des gens qui ont vraiment envie de creuser des sujets et qui n'ont pas de formation? Bon, je commence alors. Eh bien, pour donner une opinion, j'aimerais ne pas juste te donner mon feeling, ma sensation ou mon préjugé sur le sujet, mais que je puisse attester ça par des preuves de l'efficacité ou de l'intérêt je sais pas, de ce genre d'université populaire. Par exemple. Et alors là, vraiment, j'ai aucune idée et je suis même pas sûr que ça ait été mesuré. Donc, à part mon ressenti, je ne peux pas vraiment donner autre chose. Dans le terme éducation populaire, il y a aussi une notion de faire participer le spectateur, qui ne soit pas juste le récepteur du message, mais que c'est qu'ensemble, avec des gens qui savent plus ou moins de choses de champs différents, on construise quelque chose collectivement. Et ça, je pense que, en tout cas, le préjugé que j'en ai, c'est susceptible de susciter, de faire partager l'enthousiasme
de ceux qui savent, parmi ceux qui savent moins. Et ça peut plus être engageant. Voilà, donc pour susciter l'engagement des méthodes d'éducation populaire, ça, je ne pense pas que ça puisse faire de mal. Et après, est-ce que c'est bien appliqué? Après, est-ce que les exemples que tu as donnés sont des bons exemples de ce genre de méthode? Ça, là, vraiment, je ne saurais pas dire. Une question, oui. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. J'avais une question qui revient un peu sur le titre, en fin de compte. La science, vous en avez parlé comme un absolu qui avait quelque chose de parfait dans la manière dont elle fonctionne, mais on voit bien qu'au vu de la manière dont les éditeurs fonctionnent dans la science, il y a plein de problèmes. Et ce que je veux dire surtout, c'est que quelque part, on peut dire que la science, dans la manière dont vous en parlez, manque de rigueur parfois. Et est-ce que du coup, vulgariser, c'est pas aussi apprendre à avoir la rigueur, de remettre en cause la science telle qu'elle fonctionne et de prodiguer du coup quelque chose de plus, de plus grand public, mais de plus juste dans ce qu'elle a de non fonctionnel dans le côté scientifique? Alors, bon, je suis bien placée pour le savoir. La science fait l'objet de ce qu'on appelle des manquements à l'intégrité scientifique. Oui, en effet. Donc, il y a, on en a vu beaucoup pendant la crise de la Covid. Hein. Donc, des choses qui ne sont pas attestées, pas suffisamment approfondies, voire la falsification ou la fabrication de données et de résultats. Donc, qui contribue à discréditer d'ailleurs le travail scientifique. Alors, heureusement, évidemment, ça fait grand bruit hein, quand c'est mis au jour, mais heureusement, ce genre de comportement, sur le nombre total de chercheurs, reste faible, et heureusement. Ce qui n'est pas le cas du plagiat, alors ça c'est autre chose qui est beaucoup plus répandu. Voilà. Donc effectivement, il faut aussi dire aux personnes qui ne sont pas scientifiques. Alors, vous avez dit la science c'est un monde parfait. Non, pas du tout. C'est pas du tout un monde parfait. Hein. C'est un monde d'humains. Et à partir du moment où il y a de l'humain, eh bien, ça n'est pas parfait, bien entendu. Et peut-être qu'il ne faudrait pas que ça soit parfait d'ailleurs. Bon, ça c'est un autre débat. Et donc il faut aussi dire aux gens qui ne sont pas scientifiques que non, effectivement, la science a ses travers aussi. Voilà, que ce n'est pas parfait et que les résultats, et d'ailleurs c'est le fait même d'un résultat scientifique, doit être pris toujours avec prudence. C'est ce qu'on a vu lors de la dernière table ronde, hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un consensus des pairs, etc., qui sera vrai certainement pendant un certain temps, et puis peut-être falsifié après. D'accord ? Donc il faut aussi montrer aux gens qui ne sont pas scientifiques que la science n'est pas quelque chose de stable, bien entendu, et que voilà, ça se construit petit à petit, et puis il y a des choses qui vont se défaire, et puis se reconstruire, etc. Ouais, les résultats scientifiques, effectivement, ils pourront tout à fait changer, être mobiles et tout. Mais même la méthode, notre façon de faire de la recherche est pleine de défauts, de trous, de biais, de choses qui sont largement perfectibles. Hein. Je sais pas, moi ici sur ce siège, là, je suis un petit peu en tant que vulgarisateur. Du coup, je vulgarise quoi, moi? Alors attends, moi je vulgarise, en fait, en vrai, ce que je vulgarise, c'est ce champ d'études qui porte un regard sur la méthode scientifique ou la science telle qu'elle est appliquée, qui essaye de pointer les défauts dans l'objectif de l'améliorer, hein, donc c'est assez bienveillant, hein, mais qui fait la part belle aux trucs qui déconnent dans la science. Hein. Une bonne partie de mes vidéos à moi, c'est pour expliquer que la façon dans laquelle on gère les publications scientifiques, laisser ça à des éditeurs, mais c'est plus que largement perfectible. Là, il faut vraiment refaire le système à la base. Là, ça déconne plein but. La façon dans laquelle nous traitons statistiquement les résultats, en érigeant la valeur P comme une sorte et en de saint Graal. En adaptant la méthode statistique à ce qu'on veut trouver. Ça aussi, c'est largement perfectible. Hein. Et il me semble que c'est même le contenu de ma chaîne. Alors, en fait, moi, ce que je vulgarise, justement, c'est ce champ d'études universitaires qui étudie tout ce qu'on pourrait améliorer dans le champ scientifique. Ouais. Et c'est très large. Et puis, alors, si je prends le vivant, la biologie, alors là, c'est absolument incroyable. Ce qu'on ne sait pas, c'est au-delà de l'entendement, y compris dans l'individualité de chaque être vivant. Et souvent, donc oui, on est particulièrement prudent hein, quand il s'agit du vivant. Ça, c'est sûr et certain, puisque toutes les semaines, il y a des nouvelles infos, des choses qu'on croyait vraies, etc. Et souvent, on entend, oui, on connaît 2 millions d'espèces sur Terre, tout confondu.
Et on connaît mais rien du tout. On connaît absolument pas leurs mœurs, leur vie, ce qu'elles font, les variations entre populations, parce que deux populations d'une même espèce se comportent pas de la même façon. On le sait chez les grands animaux, on l'a vérifié, mais c'est pareil chez les petits animaux. Donc on est particulièrement prudent. Oui, on connaît absolument pas 2 millions d'espèces. D'ailleurs, il y a peut-être 8 ou 30 ou 100 millions d'espèces qui vivent sur Terre. Donc déjà, on ne sait même pas combien d'espèces vivent sur Terre. Et on ne les connaît pas du tout, du tout. Donc avec le vivant, oui, la prudence est vraiment énorme. Du coup, parfois, des choses que vont remarquer un groupe, des choses que va remarquer un groupe sur le terrain, ou voilà, ça peut être quelque chose qui est nouveau pour la science. Voilà, ah oui, ben ça, j'ai jamais lu ça sur cet insecte, effectivement, il fait ça. C'est référencé nulle part. Et quand j'essaye d'avoir des infos sur certains insectes, je lis toujours la même chose, c'est toujours les mêmes trucs, mais en fait, on sait pas. Voilà. Donc du coup, s'il y avait des velléités à devenir entomologiste, n'hésitez pas. S'il y en a qui sont à Parcoursup ou plus loin, ou qui ont des enfants dans Parcoursup, on a besoin de renforts parce que c'est les animaux les plus nombreux sur Terre à ce jour et on n'est pas très nombreux. Non, donc dans la biologie, oui, particulièrement. Une question, monsieur. Oui, écoutez, c'est vraiment très intéressant toute cette discussion. Mais sur la question donc de la science qui a quand même été largement attaquée quand même dans la dernière période, bon, a été remise en cause et tout ça en disant on va dire n'importe quoi, notamment à partir avec la pandémie. Donc il faut, moi, me semble-t-il, faire quand même très attention quand on dit que la science est remise en cause, que les résultats de la science sont régulièrement remis en cause. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre la recherche et la science? La recherche, on a été dans une grande mesure avec donc la pandémie amener des discussions qui normalement, dans le micro parce que qui normalement auraient dû être du domaine des discussions entre chercheurs, qui ont été amenées à être portées à la connaissance de l'immense de tout le public. Et ça, donc, ça a amené des confusions, me semble-t-il, et le fait que la science n'est pas si rigoureuse que ça. Donc, là, je trouve que dans les interventions que vous avez faites, il y a une forme de remise en cause un peu de la science. C'est pas de dire, la science, elle a des résultats qui sont... On ne sait pas trop. Je voudrais que vous précisiez ce que vous entendez lorsque vous dites qu'on remet en cause un certain nombre de résultats scientifiques. Certes, il y en a de remises en cause, mais il y a aussi beaucoup de choses acquises. Oui, en effet, il faut distinguer la recherche et puis l'application des résultats de la recherche dans la société. Donc la recherche, comment on fonctionne en recherche? Eh bien, on va émettre des hypothèses, voilà, et puis on va faire des essais, des expérimentations, des observations, etc., etc. Et puis on va regarder si ce qu'on a fait vérifie ou pas les hypothèses. Donc peut-être qu'il y a des hypothèses qui vont être vérifiées, d'autres pas. Et en plus, tout ça, c'est dans un certain contexte, dans certaines conditions, etc., etc. Et peut-être que ça ne se généralisera pas. Voilà. Donc il faut que le scientifique aussi soit très prudent sur la façon dont il va parler de ses résultats. C'est-à-dire pas amplifier de manière injustifiée la portée de ces résultats. Et puis après, il y a mettre ces résultats scientifiques dans la société, une fois qu'on est raisonnablement sûr, du point de vue scientifique, que ça tient la route. Mais les résultats scientifiques, oui, sont remis en cause. C'est le principe de conjecture et réfutation de Popper. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a une affirmation scientifique qui est posée, et puis on va découvrir, je ne sais pas, un nouvel individu, etc. Et hop, ça met tout par terre. Enfin, tout, une bonne partie des choses par terre. Voilà, et ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que la science est toujours en mouvement. Et voilà, on a quelques certitudes quand même. Le principe fondamental de la dynamique, voilà, sous réserve que ça soit dans certaines conditions, etc. Parce que sinon on passe dans la relativité. Voilà, est relativement bien admis. Après, il y a des choses qui sont moins sûres, effectivement. Oui. Bien sûr, dans chaque affirmation qu'on pourrait appeler scientifique, il y a une sorte de degré de plausibilité.
qui n'est pas du tout la même, et il y a même des ordres de grandeur très différents. Il y a plein de choses qui sont attestées par la science, auxquelles j'accorde un degré de certitude assez haut. Il y a des choses qui sont très, mais vraiment très attestées par la science, qui ont un degré de plausibilité que je leur accorde, qui est plusieurs ordres de grandeur plus haut encore. Voilà. Et on peut tout à fait critiquer l'instabilité ou le niveau de certitude assez bas de certaines hypothèses. Et même il faut le faire, il ne faut pas laisser entendre que tout ce que disent les scientifiques sont au même niveau de certitude, quoi. Donc critiquer les théories en cours, surtout les nouvelles, celles qui sont en cours de stabilisation, bien sûr qu'il faut le faire, c'est sain, de tout remettre en compte, de tout revérifier, de demander des preuves. Moi, je suis prêt même à remettre en cause l'application technologique des résultats scientifiques que l'on trouve, parce que souvent on appelle la science, les téléphones portables, la technologie, les voitures automatiques, tout ça, bon, dans le langage courant. La science, il y a cette acceptation-là. Je suis tout à fait capable de vouloir remettre en question notre utilisation de plein de technologies que l'on utilise, et ça, il faut le faire, ça, c'est même ça. Dans ce que le grand public il appelle la science, il y a aussi la communauté des chercheurs en tant que champ disciplinaire. Moi, je suis tout à fait d'accord à essayer de critiquer et remettre en question plein de pratiques sur les manques d'éthique, sur les fraudes, sur les conflits d'intérêts, les trucs comme ça. Je trouve que c'est même sain de titiller un petit peu la science dans cette acceptation-là. Bon, le seul morceau de la science que je suis prêt à plus défendre activement, c'est la science au sens de la méthodologie scientifique, la démarche qu'il y a derrière, qui est quelque chose que je trouve finalement assez sain. Et ça, je suis prêt à le défendre. Je pense même un petit peu le sujet de mes créations vidéo, hein, c'est de défendre la science, mais la science seulement au sens de cette démarche-là. La science au sens de les communautés scientifiques, je suis prêt à tailler dedans. La science en tant que théorie, ensemble de théories, je suis prêt à vouloir essayer de mesurer des degrés de plausibilité. Et la science en tant que technologie, là, ouais, je suis prêt à tirer à boulet rouge sur tout ce qui serait néfaste à la société s'il le faut. On va prendre une dernière question. Oui, je pense qu'on était d'accord avec vous, on s'est mal exprimé. Bonjour. Voilà. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait des interconnexions entre plusieurs matières, la philosophie, les mathématiques, les sciences, etc., la chimie, tout ça. Et justement, dans la manière dont on enseigne actuellement, scolairement parlant, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de revoir la manière dont on enseigne tout ça pour faire une connexion entre toutes ces choses et éviter les écueils à l'heure actuelle, la méconnaissance de la science, la méconnaissance de la méthode scientifique, et avoir un peu plus d'esprit critique? Oui, enfin, je ne suis pas experte en sciences de l'éducation, bien loin de là. Par contre, il me semble que, comme je l'ai dit, c'est trop cloisonné. Du coup, voilà, c'est d'ailleurs ce que font les chercheurs aussi quand ils disent les sciences dures et les SHS. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Quelqu'un en sciences dures va regarder de travers quelqu'un qui travaille en SHS et réciproquement. Enfin, c'est un peu bizarre. Alors qu'on a besoin de tout le monde et qu'il faut que tout ça soit interconnecté. Par contre, il y aurait certainement un besoin de travailler un peu plus la philosophie des sciences, justement, pour expliciter ce que c'est que la démarche scientifique, les choses qui ne sont pas stables. Vu les postes ouverts au CNRS... Pardon ? Non, je rebondissais ce que vous venez de dire. Sur la philosophie des sciences, ce n'est pas les postes les plus courants au CNRS, par exemple, ça diminue d'année en année. Donc, ça va... J'ai pas compris. Sur la philosophie des sciences, c'est pas les postes les plus courants ou les plus ouverts. C'est en train de diminuer. Mais je veux dire au niveau du collège-lycée, c'est-à-dire se focaliser un peu plus sur la démarche scientifique, justement, hein, plutôt que d'apprendre à faire des intégrales, etc. Bon, d'accord, ok. Mais la démarche scientifique... Moi, je ne suis pas spécialiste de sciences de l'éducation non plus, hein, donc tout ce que je peux faire, c'est donner une expérience personnelle. Une des raisons pour lesquelles je me suis motivé à faire des contenus sur les réseaux sociaux et sur Internet et en vidéo, c'est face à des mauvaises expériences de mon éducation des sciences à moi. Parce que moi, j'ai eu la chance de faire quelques études universitaires en sciences physiques, en sciences fondamentales, et pendant une partie de ma vie, je me considérais comme un scientifique. C'est-à-dire que je pensais que, voilà, en tant que scientifique, je pouvais dire ci ou ça. C'est seulement bien plus tard dans ma vie que je me suis rendu compte d'un truc, qu'à l'école, on m'avait bien appris par cœur les résultats de la science. Donc tous ces résultats-là, les équations à laquelle la recherche depuis les siècles derniers est arrivée,
Si je les apprenais par cœur et que je les répétais dans ma copie, alors j'avais une bonne note et je passais au niveau supérieur, et ainsi de suite jusqu'à un stade universitaire prestigieux. Et je suis arrivé à 35 ans, je me suis dit, mais en fait, en vrai, comment est-ce qu'on en est arrivé à ces conclusions-là ? Quelle est la démarche qui a permis de produire ces raisons-là ? Parce que la démarche, elle est vraiment importante, parce que la démarche qui a permis d'obtenir ces résultats scientifiques, en fait, en vrai, ça devrait même être la raison pour laquelle je tiens ces résultats scientifiques pour vrai, pour laquelle je leur accorde une confiance. Et autant dans quelques filières de sciences humaines, on a des cours d'épistémologie, autant dans ma filière à moi de sciences physiques fondamentales, pas une seule heure de ma scolarité a été accordée à la philosophie des sciences. Qu'est-ce qu'une croyance? Qu'est-ce qu'une connaissance? Comment est-ce que l'on produit de la connaissance? Est-ce qu'il y a des méthodes de production de connaissances plus fiables que d'autres? Pas un seul prof n'a dépensé une seule heure pour me parler de ces trucs-là. Et j'ai été très déçu, ça m'a remis en question. Et j'ai dû, dans un acte d'humilité assez douloureux, tout seul, sans qu'on me voie, aller ouvrir des encyclopédies, lire des livres de philosophie, me remettre à niveau, parce que je me suis rendu compte que je n'y connaissais rien. Merci à tous les trois, on vous applaudit chaleureusement, merci encore pour la qualité de vos échanges. Et on se retrouve à 12h15 pour la prochaine table, à tout de suite.